monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition diffusée entre autres sur YouTube après la censure que nous avons subie pendant une semaine. Au programme ce soir, un nouveau point sur la guerre en Ukraine. Alors que les combattants ukrainiens ont été vaincus par les troupes russes à Mariupol, les combats se poursuivent dans le nord du pays. Pendant ce temps, Zelensky était le clou du spectacle au Festival de Cannes. Nous reviendrons ensuite sur les casseroles de la 15e législature et enfin une page scolaire avec la pénurie de professeurs en vue pour la rentrée. Volodymyr Zelensky, clou du spectacle d'ouverture du Festival de Cannes. Alors que tout le gratin bien pensant est réuni dans le sud-est de la France, le président ukrainien avait tribune libre. Explication. Connaissez-vous le point commun entre la guerre et le Festival de Cannes ? Réponse : Volodymyr Zelensky. Mardi soir, alors que tout le Gotha du cinéma se retrouvait dans le sud-est de la France pour le traditionnel raout du 7e art, le président ukrainien, normalement occupé par la situation de guerre qui se déroule sur son territoire, a trouvé le temps pour une intervention par vidéoconférence. L'objectif : pointer du doigt la proximité entre le cinéma et la guerre. Une drôle d'intervention qui dessine en arrière-plan la propagande de guerre qui sévit depuis le début du conflit ukrainien des deux côtés. Une drôle d'intervention donc aussi lorsque l'on pense à la déclaration d'un magistrat ukrainien affirmant, je cite, l'importance d'aller plus vite que les Russes pour établir les faits afin de ne pas laisser s'installer leur fiction. Un rapport au réel étonnant qui doit au minimum interroger. Sans surprise, tout le parterre artistique s'est levé pour applaudir le président et ex-comique, venu conquérir à la fois sans doute une palme de comédien et un Nobel de la paix, le tout après Obama et ses centaines de milliers de victimes civiles en Irak. Dans la journée de mardi, peu avant son intervention diffusée à Cannes, Volodymyr Zelensky s'était entretenu avec Emmanuel Macron par téléphone. Le président français a rappelé sa volonté d'intensifier les livraisons d'armes à destination des forces ukrainiennes. Une décision à mettre en parallèle avec les dotations de l'armée française, un des derniers remparts de souveraineté de notre pays qui s'étiole peu à peu. Cet engagement d'Emmanuel Macron aux côtés de l'Ukraine, comme d'ailleurs derrière l'UE et l'OTAN, crispe une nouvelle fois Moscou qui a d'ailleurs décidé d'expulser 34 diplomates français. Le Quai d'Orsay s'est alors empressé de condamner la décision, justifiée au Kremlin par le renvoi de diplomates russes de France début avril. Mardi, c'était 2 diplomates finlandais qui étaient aussi expulsés de Russie après l'annonce de processus d'adhésion dans l'OTAN de ce pays historiquement neutre. Des expulsions toujours surprenantes puisque la diplomatie semble particulièrement capitale en temps de guerre pour maintenir ou rétablir les discussions et même Mario Draghi, le chef du gouvernement italien, a déploré cette méthode de rupture diplomatique. Quoi qu'il en soit, sur le terrain, loin du Festival de Cannes ou de l'Élysée, les derniers combattants ukrainiens de Mariupol se sont rendus. En tout, près d'1 millier auraient été faits prisonniers par la Russie depuis lundi, dont une petite centaine de blessés. La bataille de la Syrie d'Azovstal est donc définitivement terminée. Une déconvenue que l'Ukraine tente de faire passer avec le procès pour crime de guerre organisé en grande pompe à Kiev contre un soldat russe. Vadim Chichimarin, 21 ans, est accusé d'avoir assassiné froidement d'une rafale d'AK-74 un civil ukrainien de 62 ans, désarmé, circulant avec son vélo près de Soumy dans le nord-est du pays et ce, quelques jours seulement après l'invasion des troupes russes en Ukraine. L'homme a plaidé coupable dès le début de son procès. Son jeune visage restera alors attaché au crime de guerre reproché à la Russie. La Cour pénale internationale compte d'ailleurs déployer 42 enquêteurs pour plancher sur d'autres crimes de guerre massifs en Ukraine. Le parquet explique d'ores et déjà en avoir recensé 12 000, soit près de 150 par jour depuis le début du conflit. De quoi se demander si les experts et les dirigeants politiques font bien la différence entre la guerre au cinéma et la guerre dans le monde réel. Une législature sous le signe du scandale, arrogance, violence, harcèlement, largesse financière, mise en cause. La majorité sortante aura été marquée par une multitude d'affaires. Le monde d'avant empire. La 15e législature parlementaire de l'Assemblée nationale s'achève et clôt un chapitre inédit de scandale pour les députés de la majorité. Le monde d'après, vendu par Emmanuel Macron en 2017, a en réalité été le monde d'avant, empire avec des éléments nuisibles issus du cru macronien, mais aussi de la droite et de la gauche parlementaire. Harceleur, escroc, personnage violent, le président s'est doté d'une majorité aussi servile que sujette au scandale. Les députés dont les faits d'armes sont connus ne sont cependant que la face immergée de l'iceberg parlementaire. Tout récemment,
c'est le député Coralie Dubost qui a été épinglé en avril par le déontologue de l'Assemblée pour des dépenses sur avance de frais de mandat allant jusqu'à 3 000 € mensuels en vêtements et en lingerie fine, des sommes qu'elle dit avoir remboursées. Mais les travers de ce député ne s'arrêtent pas à son goût prononcé pour la dentelle. Elle cultiverait également de sérieuses difficultés en matière de gestion des ressources humaines, puisque lors de son mandat, elle a dû faire face à 15 démissions dans son équipe. Des assistants usés de devoir apporter ses affaires au pressing et chez le cordonnier, et même surveiller son petit personnel de maison. Le manque de goût de Coralie Dubost pour les êtres humains explique probablement la relation qu'elle a pu avoir avec le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les excès de Coralie Dubost sont tels que même Emmanuel Macron n'a pas souhaité qu'elle soit réinvestie. Toujours dans le registre des difficultés de gestion de personnel, la palme revient à Laetitia Avia. Celle qui s'était rendue célèbre en voulant fliquer les réseaux sociaux en impose en matière de scandale. En 2017, elle commençait son mandat sur les chapeaux de roue en mordant un chauffeur de taxi. Anthropophagie ou intimidation, le mystère reste entier. En revanche, la suite du mandat laisse moins de doutes quant à son profil. En mai 2020, elle sera épinglée par Mediapart qui révèle à son endroit des faits d'humiliation, de harcèlement professionnel, mais aussi de racisme, de sexisme et d'homophobie. Bref, tout ce que Laetitia Avia disait vouloir attaquer sur les réseaux sociaux. En cause, elle aurait évoqué l'incapacité de ses assistants parlementaires homosexuels à faire de la com'. Elle aurait aussi parlé du chinois, qui ne serait pas un vrai chinois, car pas au point en informatique, et qui aurait une odeur particulière, un peu fort de café. En outre, elle aurait demandé à des assistants de brumiser ses jambes quand il faisait chaud, ou encore demandé à une assistante de venir travailler sur place pendant le confinement alors que celle-ci était atteinte d'une maladie chronique. Toujours selon ses assistants, le député Avia se montrerait très injurieuse envers ses administrés et ses collègues, mais seulement une fois le dos tourné. Les griefs retenus contre elle en matière de droit du travail sont épais comme un livre de cuisine. Une plainte pour harcèlement moral a par ailleurs été déposée contre elle en juillet 2020. Une ardoise chargée, mais Laetitia Avia est une amie de longue date du président. Elle a donc eu son investiture pour 2022. Sa collègue Anne-France Brunet sera aussi réinvestie, visée, elle, par une plainte pour violence et harcèlement par une assistante déposée le 3 mai, c'est tout frais. Journée de travail non payée, humiliation publique et même fait de violence. Anne-France Brunet, elle, aurait carrément volontairement écrasé le pied de son assistante. Une attitude surréaliste qui laisse songeur sur un autre élément. Pourquoi les syndicats ne se saisissent pas de ce problème ? Toujours investis, mais mis en examen cette fois, les sortants Thierry Solaire, avec des faits supposés de détournement de fonds publics, trafic d'influence et emploi fictif. Cet ex-LR ne se sentira pas seul, car son compère de la droite parlementaire, Éric Woerth, sera aussi de la partie sous la bannière LREM, et il est toujours mis en examen dans l'affaire Adidas Crédit Lyonnais, suspecté de largesse à l'endroit de l'homme d'affaires très controversé Bernard Tapie sous l'ère Sarkozy. Vilaines affaires, mais aussi violence. Jérôme Perra est lui reconduit en Dordogne alors qu'il a été condamné en 2020 à 3 000 € d'amende avec sursis pour violence envers son ex-compagne. Alors que la lutte contre les violences faites aux femmes était un thème de campagne d'Emmanuel Macron, il n'a pas cru bon d'évincer cet ex-LR. Quelques élus n'auront pas bénéficié du fait du prince et ne pourront pas se représenter. Le député Benoît Simian, ex-PS, jugé en mars pour harcèlement envers son ex-épouse, le Toulousain Pierre Cabaret, visé par une plainte pour agression sexuelle et harcèlement moral. Côté voyou, le député de la 9e circonscription de l'étranger, Majid El Guerab, tient la dragée haute à ses petits collègues. Cet individu s'en était pris en août 2017, fraîchement élu LREM, à un ancien compère socialiste Boris Faure, à qui il a asséné 2 coups de casque. Résultat, traumatisme crânien et hémorragie cérébrale. La victime passe 3 jours en réanimation avant d'être hospitalisée. Une affaire ahurissante qui aurait envoyé n'importe quel badaud en prison. El Guerab, lui, a été épaulé d'un avocat connu, un certain Éric Dupond-Moretti, et a seulement dû changer de groupe pour rejoindre le groupe Agir Ensemble des supplétifs de la majorité. L'individu a finalement écopé le jeudi 12 mai d'1 an de prison ferme et de 2 ans d'inéligibilité. Il ne sera donc pas de la prochaine législature. Le ministre à l'égalité homme-femme, Elisabeth Moreno, a cru malin de saluer le travail de ce député délinquant en dépit de sa fraîche condamnation. Dans ces investitures, données ou non, il faut bien avoir à l'esprit que la condamnation et la faute morale ou pénale n'a aucune incidence pour le pouvoir en place. La défense du réseau et des petits intérêts politiciens et financiers devance toujours les convictions revendiquées. À ce petit jeu de « je te tiens, tu me tiens », plus on en sait sur les autres, plus on a de chance d'être couvert.
Les scandales peuvent d'ailleurs difficilement faire l'objet d'une sévérité de la part de la hiérarchie parlementaire et ministérielle chez La République En Marche. Le ministre Darmanin a ainsi été accusé de viol et de harcèlement. Pas condamné, il aura été ministre durant tout le premier quinquennat Macron et devrait rempiler pour la suite. Au sommet de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, ex-PS, fut l'un des premiers alliés à Emmanuel Macron en 2016. Nommé ministre de la cohésion des territoires à la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, il sera poussé à la sortie par le président après 1 mois et 4 jours comme ministre pour finalement briguer la présidence du groupe LREM à l'Assemblée. Une éviction du ministère liée au scandale de ce printemps 2017 autour de l'affaire des mutuelles de Bretagne. Accusation de détournement de fonds publics, de prise illégale d'intérêts, de conflit d'intérêts ou encore d'emploi fictif. La liste est longue et ne l'empêchera pas de prendre la présidence de l'Assemblée nationale en septembre 2018, une sorte de roi des voleurs. D'un ministre de seconde zone renégat du PS, Emmanuel Macron a fait le 4e personnage de l'État. Et maintenant que le président en est a priori à son dernier mandat, on peut imaginer que sa gêne sera d'autant moins grande pour s'entourer d'une majorité de délinquants. Pénurie de professeurs en vue pour la rentrée, alors que le nombre de candidats admissibles au concours de l'enseignement est en forte baisse. La crise des vocations menace d'accélérer l'effondrement du niveau des élèves. Le point avec Vincent Moulier. 200 professeurs de mathématiques, 130 en allemand et plusieurs milliers d'instituteurs en primaire. Ces chiffres représentent une première estimation du personnel qui manquera à l'éducation nationale à la rentrée 2022. Publiés mi-mai, ces résultats sont d'autant plus inquiétants qu'ils ne sont pas définitifs. En effet, les concours ne sont pas terminés. Les candidats admissibles doivent encore passer leurs épreuves orales et ne seront donc, en théorie, pas tous admis. Jean-Paul Briguelli, professeur agrégé de lettres à la retraite, revient sur une situation loin d'être nouvelle, mais qui s'aggrave chaque année. Ça fait plusieurs années que la plupart des concours, que ce soit celui d'instituteurs ou le CAPES, sont déficitaires. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à la fin moins de nouveaux titulaires que ce qu'il y avait de postes ouverts par le ministère. Mais ce qui est nouveau, c'est que dès le départ, il y a quasiment moins d'inscrits que ce qu'il y a de postes proposés. Et c'est en primaire que la situation est la plus alarmante. À Versailles, par exemple, on sait déjà que 1000 postes de professeurs des écoles sur 1500 ouverts au concours ne seront pas pourvus. Sur le concours de professeurs des écoles, qui là est un concours régionalisé, où vous êtes sûr de rester dans votre région d'origine, eh bien là non plus, il n'y a pas, ça n'attire pas les foules. Quelque chose ne fonctionne pas. Et je vais vous dire ce qui ne fonctionne pas. C'est que sur Paris, Créteil et Versailles, il y a d'autres endroits, Lyon, etc. Quand vous gagnez 1500 € par mois, vous vous logez où et dans quelles conditions? Je vais vous répondre. En moyenne, vous logez à 50 km de votre lieu de travail. Ce qui en région parisienne, je le dis pour les auditeurs de province qui ne sont pas forcément au fait des réalités, signifie en moyenne 2 heures à 2 heures et demie aller et autant au retour pour simplement se rendre sur le lieu de son travail. Un problème né en 1989 lors de la suppression des écoles normales et du corps des instituteurs. Depuis, ceux qui ont pris le nom de professeurs des écoles ne bénéficient plus systématiquement d'un logement sur leur lieu de travail. Un droit qui permettait jusque-là aux instituteurs d'échapper à l'inflation des prix du foncier. Dans les années 60, pour être instituteur, on passait un concours à la fin de la 3e. On intégrait une école normale qui, en 3 ans, vous amenait au bac et au diplôme d'instituteur. Actuellement, il faut effectivement être à bac plus 6, c'est-à-dire que pendant 6 longues années, vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien. Ça a dissuadé en particulier des gens qui venaient de classe populaire d'entrer dans ce métier parce que qui a les moyens d'offrir à un étudiant, et ça coûte cher un étudiant, 6 longues années d'études dont le résultat est loin d'être acquis. Aujourd'hui, les meilleurs en mathématiques préféreront devenir ingénieurs plutôt que professeurs de maths, un débouché beaucoup moins rémunérateur à durée de formation égale. L'allongement des études pour devenir enseignant a donc aggravé la situation, une logique que Jean-Michel Blanquer a néanmoins choisi d'amplifier en 2020. Le ministre de l'Éducation nationale a en effet repoussé l'accès au concours de l'enseignement de la première à la 2e année de master. En réalité, l'idée reposait sur une logique implacable. Des études plus longues devaient garantir une meilleure formation des enseignants, encore ratée.
Les étudiants avec un bon niveau choisissent une autre orientation, les autres persistent et deviennent des professeurs médiocres avec un salaire médiocre. Une situation à laquelle la gestion de la crise du Covid s'est ajoutée. Qu'on soit bien clair, aucun prof n'est mort du Covid et il y a, je crois, 12 élèves qui avaient des très gros problèmes cardiaques, etc. Sur à peu près 16 millions d'élèves. Bon. Toutes ces raisons expliquent le tarissement des voies de recrutement. Quant aux élèves qui finissent malgré tout par passer les concours, leur niveau est souvent trop faible pour bénéficier d'un coup de pouce de la part du jury. Tous les concours en France sont actuellement trafiqués de façon à faire plaisir. Parce qu'il ne faut pas décevoir les gens. Mais en tout cas, sauver des gens qui sont, mettons, à 9, on peut les monter à 10, on peut sauver des gens qui sont à 5. Vous voyez, or, les gens qui se présentent, et qui se présentent d'ailleurs, ils n'ont aucune vocation à faire de l'enseignement. Ils se présentent à ce concours comme ils se présenteront à 10 autres. Ils essaieront aussi bien d'être officiers de police demain. Bon, ont un tel niveau qu'on ne peut pas faire autrement que de les éliminer. Là, il y a des limites. Il y a des limites à ce que mes collègues les plus sérieux, et il y en a beaucoup qui le sont, peuvent faire face à des candidats qui sont d'une nullité, mais vous n'avez même pas idée. Les jurys tentent ainsi de résister à la tentation de baisser leurs exigences pour faire le plein de nouveaux professeurs. Mais force est de constater que le recrutement est de moins en moins exigeant. Cela fait longtemps qu'il n'est plus nécessaire de décrocher la moyenne au concours de l'enseignement pour se retrouver à donner des leçons dans une salle de classe. Un effondrement des compétences qui va de pair avec la disparition du prestige de la fonction de professeur. On reste avec Vincent Boulier pour l'actualité en bref. Une technocrate socialiste pour contenir la menace insoumise. En choisissant Elisabeth Borne comme Premier ministre, Emmanuel Macron avait à cœur d'envoyer un signal à gauche. Une stratégie qui n'a pas échappé à Jean-Luc Mélenchon, qui espère toujours accéder à Matignon à l'issue des élections législatives. L'ancien candidat de la France insoumise à la présidentielle s'est dit mardi prêt à débattre avec Elisabeth Borne pour la rencontrer au moins une fois avant de la remplacer. Jean-Luc Mélenchon semble de plus en plus convaincu par ses propres éléments de langage. Premier ministre, un poste convoité qui implique aussi de faire sa déclaration de patrimoine. En 2017, à son arrivée au gouvernement comme ministre des Transports, Elisabeth Borne avait déclaré 2 appartements de 68 mètres carrés à Paris et 44 dans les Hauts-de-Seine, pour une valeur totale de près d'1 million d'euros. Elle possédait également plus de 200 000 euros répartis dans différents produits d'épargne bancaire. L'hôpital public entre officiellement en mode dégradé. Cette expression militaire a été utilisée mardi par un infirmier du CHU de Bordeaux où le manque de personnel aurait contraint la direction à faire appel à 2 bénévoles de la protection civile pour accueillir les patients. 40% des médecins urgentistes seraient sur le départ ou en arrêt de travail pour cause de dépression mentale. Une nouvelle illustration de la tension qui s'accentue à l'entrée des services d'urgence, alors que l'État empêche toujours les soignants non vaccinés de réintégrer leur poste, une mesure validée par le nouveau Premier ministre, qui était alors ministre du Travail. Une centaine d'affaires non élucidées remontent des profondeurs judiciaires. Mardi, le nouveau pôle national dédié au cold case, littéralement les dossiers froids en français, aurait sélectionné les affaires à reprendre. Le choix des dossiers en cours de finalisation se base sur l'ancienneté des faits et le risque qu'ils tombent dans la prescription. Mise en place le 1er mars dernier à Nanterre, la création de ce nouveau pôle judiciaire était soutenue et demandée depuis des décennies par des associations de familles de victimes. Le Conseil d'État se range du côté de Bruxelles, alors que le gouvernement avait décidé de repousser à 2023 l'entrée en vigueur du contrôle technique pour les 2 roues, imposé au niveau européen, supposément pour lutter contre le débridage des moteurs et la pollution. Le Conseil d'État a cassé cette décision. Il devra donc être effectué avant le 1er octobre 2022, un délai de 4 mois très contraignant que l'on doit en fait à Emmanuel Macron. En décidant de reporter le contrôle technique pour contenter les associations de motards, le chef de l'État avait jugé, je cite, que ce n'était pas le moment d'embêter les Français. Mais ça, c'était avant les élections, bien sûr. Par ailleurs, seuls les 2 roues au-delà de 125 cm3 seront concernés, précisément ceux qui sont le moins trafiqués.
C'est un scandale contre les éleveurs français dont personne ne parle. Depuis le début de l'année 2021, mentionner l'origine de la viande dans les plats préparés n'est plus obligatoire. Un recul réglementaire provoqué par l'Union européenne, qui l'avait mis en place à titre expérimental. Or, cette expérimentation a pris fin en catimini le 31 décembre 2020. Elle avait été instaurée en 2017, 4 ans après la fameuse affaire des lasagnes à la viande de cheval. À l'époque, du cheval roumain avait été revendu comme du bœuf par un trader néerlandais. Et voilà, on arrive à la fin de cette édition. Dans un instant, pour notre Zoom du jour, le philosophe Emmanuel Jaffelin présente son ouvrage « Célébration du bonheur ». Si on veut être heureux, il ne faut déjà pas confondre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est la fin d'un manque. On a un besoin, on a un désir, donc on a une insatisfaction. Et le moment où on éprouve un plaisir, c'est quand on met fin à ce manque. Le bonheur n'a rien à voir avec ça. Le bonheur, c'est un effet de la réflexion. Ce soir, retrouvez Perles de Culture, mais tout de suite, votre rendez-vous avec François Biot de Lochner pour Mes Libertés Politiques. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de soirée à tous et à demain. Retrouvez Mes Libertés Politiques avec terredefrance.fr, parfums et accessoires solidaires du monde rural. La liberté d'expression en France est réduite comme peau de chagrin, comme nous le savons tous, et j'en pleure toutes les larmes de mon corps, rien que de le dire. Au moyen de lois très liberticides votées depuis un demi-siècle, et par la grâce d'un système politico-médiatique qui est à la liberté d'expression ce que les goulags staliniens furent au bonheur de vivre, nous sommes désormais enserrés dans les filets de la dictature d'expression et d'opinion. Cependant, par-ci, par-là, quelques petites flammes de liberté peuvent s'allumer qui réchauffent le cœur et sèchent les larmes. L'une de ces petites flammes concerne Génération Identitaire, dont les militants viennent de se faire relaxer. Petit retour en arrière. En octobre 2020, les courageux militants parisiens de Génération Identitaire procèdent à une campagne d'affichage contre le maire de la commune de Goussainville, dans le Val d'Oise. Ils dénoncent la très grande proximité présumée de ce maire, Abdelaziz Hamida, avec les milieux islamistes purs et durs, et le soupçonnent d'être fiché S. Là, les garçons, vous aviez fait trop fort, vous aviez dépassé les bornes. Faut pas pousser tonton sur le gazon quand même. À l'évidence, Abdelaziz n'était pas islamiste et était même peut-être catholique traditionnaliste. Il était donc normal que les militants de Génération Identitaire fassent de la garde à vue, soient attaqués en justice et soient tous condamnés à de lourdes peines d'amende. On ne critique quand même pas l'islamisme, non mais des fois. Critiquer des adeptes de la religion de paix et d'amour, mais ils sont fous, ces militants de Génération Identitaire. Ils auraient collé des affiches anticatholiques, ils auraient tout de suite touché de grosses subventions d'associations gauchistes. Eh, les gars de Génération Identitaire, choisissez les bons combats, bon sang de sort, essayez d'être intelligents, que diantre. Cela dit, les militants de Génération Identitaire ont fait appel à leur condamnation. Et viennent d'être relaxés. Relax, Max. C'était bien la peine que Moussa Darmarien, ministre de l'Intérieur au petit pied, fasse interdire l'association Génération Identitaire pour des motifs sans la moindre consistance. Le Darmarien s'est épuisé sur un dossier Génération Identitaire totalement vide, mais est aux abonnés absents sur les tout récents drames qui ont endeuillé des familles au cri de Allah Akbar. Telle est la triste réalité. Mais Moussa Darmarien, sois-en sûr et certain, 2027 approche déjà à grande vitesse. Je vous souhaite une très bonne soirée.